Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Cam Salut Hippo, salut les goths. et avec JB. Salut à tous. Et donc, aujourd'hui, on va évidemment revenir sur Paris-Roubaix, mais aussi sur le Tour du Pays Basque. Et puis, on parlera des courses de la semaine prochaine. Il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même les Ardennaises qui commencent avec la Flèche Brabançonne. Et puis surtout, l'Amstel le week-end prochain. Donc, pour commencer, on va pouvoir parler du Tour du Pays Basque. Et donc, qui s'est achevé sur une victoire, un peu surprise, entre guillemets, de Juan Ayuso, avec évidemment cette terrible chute qui a marqué la course en entraînant l'abandon de Vingegaard, Remco et Roglic. Donc, une course assez spéciale quand même. Bah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Ça a été pas mal perturbé par la chute, hein. Moi, à la fin, j'ai beaucoup moins pris de plaisir et c'est notamment dû au fait, je pense qu'on en parlera un petit peu, mais le parcours de cette année qui était vraiment, à mon sens, vraiment pas, enfin, ennuyant quoi. Certes, on a eu des victoires surprises d'état comme par exemple Paul Lapera ou euh, ou encore euh, ou encore Romain Grégoire, ça, bah, c'était assez sympa, j'ai trouvé. Mais c'est vrai que globalement, le parcours était vraiment pas excitant. Et bah, au final, bon, c'est Juan Ayuso qui gagne, ça fait plaisir pour lui. Il confirme enfin en World Tour. C'est sa première course par étapes World Tour qui gagne après avoir fait podium, il me semble, sur Tirreno bah, cette année et podium sur le Tour de Suisse, si je dis pas de bêtises, l'année passée. Donc, ouais, ça fait plaisir pour lui, mais c'est vrai qu'une course qui a été malheureusement bien gâchée par la chute. Ouais, et puis je pense que même lui, il est content de gagner sa première course World Tour par étape, mais bon, il y a quand même une saveur qui doit être assez amère de la gagner comme ça, quoi. Parce que bon, quand on voit le chrono, Roglic, il avait l'air vachement en forme quand même, il le gagne. Bon, Remco était déjà tombé, donc Remco, c'était vraiment pas sa semaine. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage quoi, de gagner comme ça. En plus, Ayuso, c'est quand même un mec qui a des capacités qui aurait pu peut-être prétendre à la gagne, même s'il y avait eu les trois autres, quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, c'est clair que je pense, que c'est la meilleure course pour les Français depuis le début de l'année, avec non seulement deux victoires d'étape, mais en plus deux mecs dans le top 10, en la personne de Kevin Vauquelin et Alex Baudin, donc 8e et 10e, donc c'est pas mal. Et puis voilà. Mathias Kelmoz aussi, qui a fait une très grosse semaine. Hippo, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, Mathias Kalmos très fort, mais c'est sûr qu'une fois qu'il y a eu l'abandon des trois, c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il se retrouvait un peu en 1v4 face au UAE avec McNulty, Del Toro et puis Marc Soler aussi, donc qui étaient tous placés et du coup c'était compliqué pour lui alors que lui il avait que Tao pour vraiment l'aider. Mais moi je suis pas trop d'accord avec vous. Alors c'est sûr que l'abandon des trois c'est un peu dommage parce que pour une fois qu'on avait un peu trois mecs qui pouvaient se jouer la gagne et qui les trois abandonnent, c'est un peu dommage. Mais je trouve que on a eu quand même une course où il y a eu du suspense jusqu'au bout. On a eu des vainqueurs un peu inattendus. Voilà, genre la victoire de Grégoire, la victoire de La Pera. Et vu les courses qu'on a depuis le début de saison, on peut penser voilà, au Tour de Catalogne de Pogacar, où le mec il prend toutes les étapes, il gagne le général et tout. Bah là, pour une fois, on a une course où voilà, on avait du suspense, on savait pas qui allait gagner, et c'est quand même agréable d'avoir ce genre de course. Bah, c'est sûr que comme tu dis, on a eu du suspense, hein, mais moi je voulais revenir sur Kevin Vauquelin qui, avant la dernière étape, est quatrième au général. Et donc on commence, certains ont commencé à rêver de pourquoi pas enfin une victoire en World Tour pour la France, tout simplement, parce que ça fait très longtemps. Et malheureusement, bah, sur la dernière étape, il finit loin, quoi. Je sais pas combien il prend déjà, je sais pas si. Mais au final, le général, il termine huitième, alors que bah, il était quand même à 6 secondes avant la dernière étape. Donc franchement, je suis un peu déçue quand même par sa dernière étape. Alors qu'avant, il fait un très très beau tour, hein. Au chrono, il fait sixième. Après, il fait une huitième place. Enfin, vraiment, il était pas mal. Il pouvait espérer un podium, voire pourquoi pas encore mieux. Mais c'est vrai qu'au final, il finit à 2,38 et bah, il termine huitième, quoi. Donc moi, je suis assez déçue par rapport à Kevin Vauquelin. Ouais, il prend 2,30 sur la dernière étape, donc enfin, c'est pas énorme non plus. Après, c'était pas super dur, mais lui, c'est pas un mec que j'attends sur ces profils-là non plus. C'est pas forcément facile. Comme Hippo a dit, la UAE, ils avaient quand même des ambitions avec beaucoup de mecs au général de faire péter un peu de partout. Donc forcément, pour Vauclin, c'est compliqué de suivre tous les coups. Déjà, moi, je trouve ça bien qu'il accroche son top 10 quand même. C'est un mec, enfin, pour lui, c'est bien de remplir un peu comment dire,
sa saison avec des top 10 comme ça sur des courses World Tour. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu dire de lui en début de saison. Donc, faut quand même pas en attendre plus que de raison. Et, euh, et je sais plus où j'allais, c'est tout. Et on peut aussi parler d'un revenant, puisque c'est Carlos Rodriguez qui remporte la dernière étape. Bon, Ayuso lui laisse, mais il est quand même le seul à pouvoir le suivre. Vu son début de saison, c'est quand même un peu surprenant de le voir sortir à ce moment-là. C'est plutôt bon signe pour le Tour de France. Je sais pas s'il fait le tour, mais c'est plutôt bon signe en tout cas pour Ouais, la ouais, ouais. suite de sa saison. Ouais. Bah ouais, c'est clair que son début de saison, comme tu l'as dit, était très décevant. Il 31e place sur le Grand Camino, seulement 28e du Paris-Nice, il était même pas leader, c'était Bernal. Donc c'est vrai que c'était très décevant. Alors que, bah, l'année passée, il fait un très beau Tour de France, il gagne une étape. Et c'est vrai qu'il a un potentiel de leader pour le général dans le futur sur un grand tour, quoi. Donc il est assez complet. Donc c'est clair que son début de saison était très décevant et que bah, là, il s'est quand même un peu rattrapé, enfin plutôt bien même, en gagnant cette dernière étape, comme tu l'as dit, et en prenant la deuxième place au général à 42 secondes de Juan Ayuso. Et juste, moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit, Hippo, sur le fait que c'est cool d'avoir des vainqueurs différents et tout. En vrai, c'est sympa de voir déjà des Français s'imposer, mais aussi des noms qu'on a moins l'habitude de voir. Par exemple, Meintjes qui gagne sur l'étape qui est un peu tronquée par la chute. Mais c'est vrai que quand même, ces étapes, elles manquent de saveur à mon goût, du coup, parce qu'il n'y a pas les gros noms. Et je préfère une victoire de Meintjes, même en échappée et tout, alors que ça se bat dans le peloton derrière, que une victoire d'étape où derrière, tout le monde est mis dans le même temps parce qu'il y a une grosse chute, des choses comme ça, tu vois. Ça enlève un peu d'intérêt à la course, je trouve. Ouais, mais moi je trouve quand même que ce qui fait enfin après c'est un avis personnel, mais ce qui fait l'intérêt d'une course, c'est aussi le suspense. C'est aussi bah tu vois une étape le matin, tu te dis bah il y a lui qui peut gagner et pas juste bah Pogacar va gagner, qu'est-ce qu'il va faire deuxième, combien il va mettre au deuxième, un truc comme ça. On avait aussi une victoire, bah on l'a dit de la Pera, c'est quand même assez sympa, c'est des mecs qu'on voit pas trop gagner, une victoire de Hermans aussi. Enfin Mm. voilà, c'est bon, c'est des trucs cool, les mecs voilà, c'est pour moi c'est ça l'essence du cyclisme aussi, savoir bah, dans une course, bah, il y a plusieurs mecs qui gagnent, il y a des mecs qui gagnent le général, il y a des mecs qui gagnent les étapes, et puis voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Et ces dernières années, bah, il y avait un mec qui gagnait le général, et puis un mec qui prenait toutes les étapes, et puis quand c'était sur du sprint, bah, c'était un mec qui prenait tous les sprints, et puis voilà quoi. Je suis d'accord avec toi quand il y a Pogacar, mais là, est-ce que tu penses que Roglic, Vingegaard et Remco auraient gagné les espèces de sprints où on voit Quinten Hermans et Lapera s'imposer? Moi, franchement, j'en suis pas sûr Ah ouais, du tout. mais c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, c'est que pour moi c'était vraiment une course, on aurait pu avoir du spectacle, puisqu'il y avait une grosse concurrence et qui était à peu près du même niveau. Enfin bon, je pense que Vingegaard était quand même au-dessus, mais il y a quand même une grosse concurrence. Et ben les trois sont fait éliminer par une chute, quoi. Donc je trouve que c'est quand même un peu dommage, et puis pour des conséquences aussi assez dramatiques. Mais je pense qu'on reparlera de la chute du coup dans un épisode spécial sur la dangerosité et les chutes dans le cyclisme. Mais ouais, il y a des mecs très touchés. Il y a Vingegaard, bah, du coup, qui devrait normalement manquer le tour. Après, c'est vraiment un maître au conditionnel. Roglic et Remco ont été un peu moins touchés, mais Remco va manquer les Ardennaises. Donc, ouais, compliqué, très très grosse chute et qui va sûrement avoir un gros impact sur la saison. Ouais, et Ouais. comme tu l'as dit, Ipo, je voulais juste faire une petite parenthèse bah, sur le fait que c'est vrai que c'est une course à suspense, qu'on s'attendait pas forcément à voir tous ces vainqueurs. Mais c'est vrai que je pense que bah, du coup, on s'en souviendra hein, de cette course au final par rapport à par exemple un Tirreno Adriatico gagné par Vingegaard. Est-ce que bah, on va vraiment s'en souvenir alors que là, bah, une course que potentiellement on se souviendra. Après, est-ce qu'on s'en souviendra pour les bonnes raisons? Ça, c'est une autre chose, mais c'est vrai que c'est quand même un Tour du Pays Basque qui a été plutôt marquant. Et puis, bah, on a parlé de domination et de choses comme ça. Bah, on va pouvoir en reparler puisque ce dimanche, au moment où on enregistre la vidéo, ben, Van Der Poel vient de gagner son Paris-Roubaix en partant en solitaire à environ une soixantaine de kilomètres de l'arrivée et en terminant à plus de 3 minutes d'avance. Voilà, c'est un des plus grands exploits, je pense, du cyclisme. Enfin, en tout cas, un des plus grands que moi j'ai pu voir. Et puis voilà, avec une très grosse équipe Alpecin qui a mené la course de A à Z, honnêtement, il y a très très peu de moments où ils ont été inquiétés puisque voilà, ils ont lancé la course très tôt, ils ont mis du gros tempo, ils ont créé des sortes de bordures avec le fort vent qu'il y avait en début de course. Et on se retrouve avec un peloton d'une trentaine de coureurs qui arrivent à la trouée d'Arambert, qui passe la fameuse chicane qui a tant fait parler finalement sans problème. Ça a duré 10 secondes, il s'est vraiment rien passé.
Et puis derrière, bah voilà, ça a continué de rouler. Il y a eu quelques coups qui sont partis, mais rien de très important. Et puis Van Der Poel a accéléré. Et puis derrière, voilà, derrière Alpecin a contrôlé avec Philipsen qui va prendre la deuxième place et Pedersen qui vient prendre la troisième. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Paris-Roubaix? Bah, moi, franchement, jusqu'à 60 km de l'arrivée, je trouvais ça incroyable. Comme souvent sur Paris-Roubaix, jusqu'à ce que quelqu'un parte en solitaire, je trouvais ça super. Après, c'est vrai que quand l'attaque de Van Der Poel survient, on se dit qu'il ne sera pas revu, et dans les faits, bah, il n'a pas été revu. Et c'est vrai qu'au global, quand tu regardes sur la journée, au-delà d'une masterclass individuelle de Van Der Poel, aujourd'hui, ils nous ont quand même montré que le vélo, c'est un sport aussi collectif, parce que quand il part, il y a des velléités dans le groupe de derrière de contrer pour revenir sur lui, de s'organiser et autres. Mais il y a Philipsen et Vermersch dans le groupe qui empêchent, qui sautent sur tous les coups, qui sont impressionnants. Gianni Vermersch, je pense que c'est l'homme de la journée. Il arrive à faire un top 10 alors qu'il est partout toute la journée, c'est assez fou. Donc voilà, après encore une fois, est-ce que Mats Pedersen, s'il n'était pas tombé il y a quelques temps, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Est-ce que si Wout van Aert avait été là, ça aurait été différent? Bon, c'est toutes les mêmes questions qu'on s'est posées sur le Ronde 2, mais bon, Van Der Poel avec un doublé Paris-Roubaix Ronde 2 qui rejoint Tom Bonnen, Cancellara et autres dans le palmarès du doublé. Et à savoir que Eddy Merckx ne l'a jamais fait. Voilà, pour ceux qui disent tout le temps que Eddy Merckx, il a tout fait, bah, il n'a pas fait ce doublé-là sur une saison. Donc voilà, petit... Ouais, une course hyper impressionnante de Mathieu Van Der Poel, hein, tu l'as dit, enfin, non, tu l'as pas dit, putain! Ouais, une course hyper impressionnante de la part de Mathieu Van Der Poel qui gagne donc son sixième monument, donc c'est assez exceptionnel, hein. Il revient notamment à une unité de Tom Bonnen, donc c'est vraiment impressionnant. Il a écœuré, honnêtement, il a écœuré tout le monde, hein. Moi, c'est vrai que Paris-Roubaix, c'est une de mes courses préférées, donc j'ai regardé quasiment du début jusqu'à la fin, mais c'est vrai que bah, à la fin, bah, forcément, on s'est un peu ennuyé, quoi. Il a tellement un fossé d'écart avec les autres que. Et tu parlais de Pedersen, s'il n'était pas tombé, etc. Honnêtement, je pense pas, hein, quand même, il met 3 minutes à la fin, quoi. C'est énorme. Après, un Wout van Aert, je pense qu'on peut vraiment regretter son absence. Après, bon, bah, Mathieu Van Der Poel, c'est un extraterrestre, quoi. Il est vraiment impressionnant et bon, et il avait un collectif en plus de ça qui était 3 fois au-dessus, qu'aurait par exemple eu la Jumbo, où on a vu par exemple Dylan Van Baarle bah, même pas prendre le départ car il était malade. On a vu Christophe Laporte passer totalement à travers. Donc, ouais, je pense que, il était vraiment, vraiment bien au-dessus de tout le monde, Mathieu Van Der Poel. Ouais, et puis tu l'as dit, un collectif ultra fort. Bah. En vrai, quand tu regardes la course, il y avait juste rien à faire, quoi. C'est vraiment, ça m'est rarement arrivé de voir des courses où je me dis, mais en fait, il y a aucun moment où les mecs pouvaient sortir, à aucun moment où les mecs pouvaient attaquer. Il y a juste quand le coup qui parle avec du coup Polit, Kung et puis Vermersch, c'est le seul moment où on a vu des attaques, on a vu un peu, peut-être c'est le seul moment où Van Der Poel peut perdre la course si jamais derrière ça roule pas. Mais bon, derrière, t'as la Trek qui a personne devant, donc il se met à rouler et au final qui ramène Van Der Poel. Donc ouais, moi c'est domination totale pour le coup de l'Alpecin, parce que t'avais Van Der Poel devant, mais quoi qu'il arrive à Van Der Poel, derrière t'avais Philipsen qui était là pour arriver au sprint, et puis t'avais même Vermeersch qui était là en équipier et qui va quand même. Il fait 5 6 non, il fait 6 ouais, parce qu'il y a Kung qui 6, fait ouais. 5. Ouais. Mhm. Donc, Mais ouais. tu dis la Trek, mais en plus la Trek qui a joué un peu bizarrement parce que bon, ils ont personne devant. Du coup, c'est compliqué, ils sont un peu pris dans le coup, mais je pense pas que l'Alpecin aurait pris le risque d'arriver avec Vermeersch. Je pense pas que c'était dans le plan de course. Et du coup, ils attendent. Il y a Vacek qui fait une très belle course, le champion de République tchèque, que je connaissais pas vraiment perso. Là, je l'ai un peu découvert. Donc, il revient. Il est le seul équipier de Pedersen, donc il limite l'écart. Et après, c'est Pedersen qui fait le travail lui-même pour revenir sur Kung et Polit et tout dans le secteur pavé. Donc, une espèce d'attaque un peu pour écrémer le groupe. Enfin, c'était assez. Enfin, Pedersen, il a couru un peu à droite à gauche, c'était un peu compliqué pour lui. Son équipe était beaucoup plus faible que ce qu'on avait vu notamment sur le Ronde et autres. Donc bah, ça, c'est un peu dommage. Mais pareil, l'absence de Stuyven, encore une fois, bah, c'est compliqué. En plus, Jonathan Milan a eu un problème en début de course. Je crois qu'il est tombé. Je sais pas, j'étais pas encore
Ouais, Pas il y encore a une chute lancé. il y a une chute, alors je sais plus qui est tombé, il me semble que Merlier est tombé. Viviani. Ouais, bon, Vianney, de toute façon, je suis pas sûr qu'il aurait beaucoup pesé sur la course, mais Donc, ouais. donc voilà, mais Milan, c'était quand même une belle carte pour aujourd'hui aussi. On en avait parlé dans la preview. Donc voilà, il n'y avait pas de Tom Skynes, par exemple. Je sais pas pourquoi il n'était pas sur la course. Enfin bon, il y a la Trek qui amenait vraiment pas l'armada qu'on avait pu voir sur Game du coup. Donc c'est un peu dommage. Et pour revenir un peu sur la chicane qui avait tant fait parler, comme tu l'as dit, aujourd'hui, elle servait à rien parce qu'ils étaient que 35. Mais c'est vrai que s'ils étaient arrivés à 120, là, on aurait pu en parler. Puisque je sais pas si une chicane à 120, c'est quand même la meilleure idée du monde. Mais au moins, c'est vrai que là, ils sont rentrés et ils n'avaient pas d'élan dans la trouée. Et du coup, ça, vraiment, là, c'est les plus costauds qui doivent se montrer, quoi. Et on a vu Van Der Poel placer sa première attaque. Bon, au final, quand il est sorti tout seul, il a dû attendre parce que c'était beaucoup trop tôt pour partir. Mais déjà, on avait vu les prémices de ce qui allait se passer plus tard. Oui, bah, de toute façon, on s'y attendait un peu. Dans la dernière vidéo, c'est ce qu'on avait dit, quoi. On avait dit Van Der Poel 1, Schlipsen 2, et puis Pedersen 3, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était prévisible, et ce qui devait arriver est arrivé au final. Et après, derrière, moi, j'ai bien aimé, je sais pas vous, de la petite seule suspense qu'il y avait un petit peu, c'était pour le top 5 on va dire. J'ai bien aimé la course de Laurence Pitty, encore une fois, qui confirme sa belle saison, mais malheureusement qui est tombé. Hein. Donc, c'est encore une fois pas de chance. Hein. Il lui arrive tout le temps des problèmes, j'ai l'impression, sur les courses comme ça, où il est bien placé, il est avec les costauds, mais il lui arrive quelque chose. Et là, bah, malheureusement, c'est encore arrivé. Et bon, il prend tout quand même une septième place, mais on pouvait potentiellement, pourquoi pas, l'imaginer encore un peu plus haut. Mais sinon, je trouve qu'il a fait encore une course assez intéressante. Il y a Stéphane Kung aussi qui fait 5, donc c'est quand même une bonne course de la FDJ. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah surtout que ils ont essayé, quoi. Kung a essayé de partir très loin de l'arrivée, je crois. C'est à 80 bornes qu'ils essayent de partir. Donc voilà, ils n'ont pas essayé d'attendre. Ils ont essayé d'anticiper au seul moment où c'était possible. Voilà, bah c'est pas passé, et puis tant pis, quoi. Mais bon, moi je suis content d'avoir vu la FDJ faire une course comme ça. Après, dommage que un des deux coureurs qui soit aussi fort ne soit plus à la FDJ l'an prochain, quoi. Ouais, ça c'est le gros problème. Mais même quand tu regardes la start list, ils étaient trois à la FDJ voilà, à être intéressants, on va dire, pour Paris-Roubaix, et ils ont été trois à être bons, quoi. Aujourd'hui, ils ont tous performé, que ce soit Kuhn, que ce soit Pitti, et que ce soit dans une moindre mesure Lewis Hasky, qui est resté très très longtemps aux côtés de ses leaders. Ils ont tous été là. Ils ont fait même mieux que ce qu'on attendait. Moi, tu m'aurais dit qu'il y aurait deux FDJ dans le top 10. J'aurais pas cru. Donc c'est super. Et on disait souvent enfin, depuis le début de saison, que Pitti il manquait de coffre encore. Que dès qu'on passait la barre des 200 km, il était dans le dur et il lâchait. Aujourd'hui, il a prouvé que non. Donc voilà, c'est bon signe pour l'avenir. On va voir ce qu'il donnera et si ce sera à la FDJ ou non, mais c'est vrai que ça paraît compromis. Ouais. Et à l'inverse de la FDJ, je trouve qu'il y a pas mal d'équipes qui sont bien passées à travers ce Paris-Roubaix, comme par exemple la Soudal Quick-Step, hein, qui le premier, il me semble que c'est Yves Lampard qui fait 36e, donc c'est catastrophique. Ils sont parmi les 5 pires équipes, je crois, avec Bingol, Jayco et Movistar, il me semble, enfin les 4 même. C'est catastrophique, hein, malheureusement. Ils perdent d'année en année cet esprit qui était le leur d'être une équipe très très costaud sur les Flandriennes. Et bah là, c'est quand même catastrophique, je trouve, sous la Quick Step. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler à chaque vidéo de classique. C'est bon, on a compris, ils sont complètement à la rue. C'est marrant, c'était marrant il y a 1 ou 2 ans. Là, ça commence à être fatigant d'en parler à chaque fois, parce que au final, est-ce on est déçu à chaque fois? Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Je sais pas. Moi, il y a la Décathlon qui m'a un peu déçu, dans une moindre mesure, parce qu'on les avait vus très forts sur le Ronde, notamment Oliver Nassen, et puis Pierre Gautra, qu'on avait vu faire pas mal de belles choses, et Driss de Bondt aussi. Là, aujourd'hui, il n'y en a aucun des trois qui a été ne serait-ce que en vue un petit peu. Pareil, du côté de la Movistar, Lascano et Garcia Cortina, qui étaient très forts sur le Ronde, là, on était complètement absents.
Donc voilà, c'est quelques équipes comme ça. Mm. Et puis on peut aussi mentionner un peu Ineos, qui a pas eu vraiment de chance aujourd'hui, avec bon, Thomas Pidcock qui fait sa course, on va dire, mais euh, Joshua Tarling qui crève, il me semble, et puis qui après se fait exclure de la course parce qu'il tient trop longtemps la voiture pour revenir dans le peloton. Aussi Andrew Auguste, le jeune de 18 ans qui se prend un beau gadin pour son baptême sur un monument. Donc ça, c'était la petite histoire, pas Ouais. drôle, mais enfin, voilà, il s'en souviendra de son premier Paris-Roubaix. Et puis à 18 ans, je crois que c'était le Benjamin de l'épreuve. Donc c'était voilà, un baptême du feu remarqué, on va dire. Il aurait pu faire l'épreuve espoir, hein, donc c'est c'est assez fou, il est avec les élites. Mais ouais, tu parlais de Pidcock, mais c'est vrai que bah, il se rappelle qu'il est tombé en début de semaine sur le Tour du Pays Basque et que de base, il était même pas prévu. Hein, donc il fait 17e du haut de ses 58 kilos. Je trouve que c'est assez encourageant, parce qu'il me semble que c'est son premier Paris-Roubaix en plus, hein, Tom Pidcock. Il n'était pas du tout prévu là, donc c'était un peu une surprise de le voir au final. Ouais, je suis 17e, je trouve que ça va pour viser plus haut dans le futur. Après, c'est vrai que avec son gabarit, c'est vrai que sur les pavés aussi longtemps, c'est un peu compliqué, mais c'est un phénomène aussi. Ouais, C'est mais clair. j'ai trouvé un peu ça bizarre de mettre Pidcock sur Paris-Roubaix alors qu'il revenait de blessure et que son objectif est vraiment dans 2 semaines. Mais bon, ça lui a réussi, donc tant mieux. Voilà, bah, son objectif c'est les Ardennaises, qui arrive du coup la semaine prochaine avec la Flèche Brabançonne, donc qui est peut-être pas l'Ardennaise la plus importante, mais qui est toujours assez sympa à suivre. On se souvient l'année dernière la victoire de Dorian Godon devant Ben Illy, c'est-à-dire la course qui avait un peu, on va dire, révélé aux yeux du grand public Ben Illy. Et voilà, et donc cette année, il y a quand même une belle startiste. Donc moi, j'attends beaucoup de l'H2R, avec du coup Dorian Godon, le vainqueur sortant, et puis Cosnefroy. Vous, est-ce que vous avez des favoris? Ouais, bah, de ce qu'on a vu en début de saison, moi je pense que Marc Hirschi pour la UAE a une belle carte. Euh, on le sous-cote un petit peu depuis quelques années, mais sur des courses comme comment dire, où il manque les gros noms, il performe quand même assez souvent. Donc moi je pense que c'est une belle carte pour cette flèche Bramançonne. Côté français, on aura aussi Warren Barguil peut-être. On verra en fonction de la forme qu'il aura. Et moi, le nom qui me titille l'esprit, c'est Dylan Teuns, qu'on a vu très très en jambes sur le Ronde 2 et qu'on sait qu'il aime bien les Ardennaises. Donc lui, ce sera sûrement plus la flèche wallonne, mais déjà, on va voir s'il est toujours autant en jambes qu'il y a maintenant une semaine. Bah moi, un grand favori qui, je pense, va s'imposer, j'annonce un peu en avance, je pense à Michael Matthews qui a fait un début de saison de folie et qui, pour moi, bah, a toutes les qualités pour s'imposer. Enfin oui, pour moi, Michael Matthews va s'imposer, carrément. Ouais, bah moi je suis d'accord que Michael Matthews, quand on connaît sa pointe de vitesse et quand on voit son début de saison, ça va être compliqué à battre, quoi. Parce que souvent ça arrive dans un petit groupe à deux ou trois et ça se la règle au sprint. Et à ce jeu-là, Michael Matthews va être difficile à bouger. Sinon, tu as parlé de Hirschi, mais attention aussi au collectif UAE en général, puisqu'il y a aussi Morgado, qu'on a vu très bon sur le Tour des Flandres. On a aussi, il me semble, Nils Politt, qui sera là, après à voir comment est-ce qu'ils vont récupérer de Paris-Roubaix. Mais Ouais, voilà, mais après, il y a plein de... Alessandro Covi aussi. Ouais, voilà. Alessandro Covi qui sera là aussi. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de cartes dans cette équipe, t'as raison. Mais plus généralement, ouais, c'est une course bah, du coup qui sera assez ouverte, je trouve, parce qu'il y a quand même pas de, ouais, il y a pas de monstres, il n'y a pas d'extraterrestres, donc on va pouvoir avoir une Et, course ouverte et il peut y avoir voilà, des noms qui sortent un peu du chapeau. Il y a aussi Axel Laurence, Mm. ouais, qu'on sait très en Ouais. forme chez Alpecin. côté Alpecin, il y a du beau monde aussi, hein, ouais. Mm. Parce que Ouais. Caden Groves, ce sera peut-être un peu dur, surtout il fait un début de saison catastrophique, donc on verra ce que ça donne. Mais Axel Laurence, tu l'as dit, et puis Quinten Hermans, qu'on a vu gagner il y a quelques jours sur une étape qui a un peu ce profil-là, quoi. C'est un peu punchy tout du long, donc une belle carte aussi, le Belge. Et puis donc, bah, le week-end, il y aura l'Amstel Gold Race, donc remporté par Tadej Pogacar l'an dernier. Et cette année, qu'est-ce que vous voyez gagner? Il y a vraiment une belle start list, je trouve.
Et je pense que bah, Mathieu Van Der Poel s'avance quand même en grand, grand favori, hein, on va pas se le cacher. Après, c'est vrai que pour la Jumbo, il y a bah, le retour de Matteo Jorgensen qui était forfait pour le Paris-Roubaix là. Il y a également Tom Pidcock, hein, bah, c'est une course qui pourrait lui réussir. Mais c'est vrai que Mathieu Van Der Poel, je trouve, est quand même assez largement favori, quoi. Ouais, la Alpecin qui emmène aussi Philipsen, encore une fois, ça me paraît un peu dur pour lui. Mais bon, voilà. Il y a aussi Corbin Strong dans ce profil-là, mais je pense que pareil, c'est un peu dur. On aura Mathias Kelmoz qui aura une belle carte. Et après, côté français, à peu près toute l'équipe AG2R qui emmène une équipe assez incroyable avec Benoît Cosnefroy, Dorian Godon, Paul Lapera qui sera là aussi, qui est en grande forme. Donc voilà, côté français, on aura encore Axel Laurence aussi, mais qui aura sûrement le rôle d'équipier cette fois-ci. Et puis voilà, la FDJ aussi qui a des belles cartes, hein. Je sais pas si toi, tu as un nom en tête, Hippo. Bah, vous avez un peu tout dit. Il y a Ben Illy aussi, voilà, qui avait fait euh, une, une très grande course l'an dernier. Valentin Madouas, pourquoi pas. L'équipe FDJ qui amène aussi une plutôt bonne équipe, avec Romain Grégoire aussi qui est en forme. Mais ouais, t'as dit Tom Pidcock, pourquoi pas aussi. Mais ça va être assez intéressant aussi de voir un peu le niveau de Van Der Poel sur les Ardennaises. On sait qu'il a déjà gagné l'Amstel en 2019, mais voilà, de voir un peu de le situer. Parce que bah, il peut gagner un troisième monument cette année avec Liège-Bastogne-Liège. Après, il y aura Pogacar, mais bon, on ne sait jamais quoi. Là, on va pouvoir le jauger, savoir quel est son niveau. Donc, ouais. Ouais, et puis il faut aussi dire que 2019, quand il gagne, c'est une édition qui était assez particulière. Enfin, l'arrivée était assez mouvementée, on s'en souvient bien. Mm. Donc, c'est pas comme ça tous les ans, donc il faudra voir si cette fois-ci il arrive à être bah, dans le bon groupe, quoi. Ouais, Euh, exceptionnel. Cette Amstel Gold Race 2019, le final était fou. Des fois, je Et le puis, regarde. pour la petite précision, désolé Camille, mais pour la petite précision aussi, si vous regardez, les start lists qu'on vous annonce sont pas encore confirmés, donc il se peut qu'il y ait des petites modifications entre-temps, hein, comme souvent, de Ouais, dernière minute. moi j'aime beaucoup le collectif UAE, hein, avec Joao Almeida qui fait bon un début de saison un peu raté, mais c'est vrai qu'on a du Juan Ayuso, on a du Marc Hirschi, du Brandon McNulty, même Alessandro Covi. Donc j'aime beaucoup leur collectif. Après, est-ce qu'ils vont pas se perdre encore à amener 12 000 gros coureurs à voir, mais ils ont une bonne carte à jouer, je pense. Ouais, bah surtout en prévision de Liège, quand il y aura Pogacar, ils vont avoir un collectif assez incroyable. Donc, C'est c'est un peu sûr que. ça. Ils envoient l'armée, mais sans le général, quoi. Ça va être un peu space comme course. Voilà. Bah là, je pense qu'on a fait le tour. Bah, du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour voir voilà, ce qui va se passer. On se retrouve normalement jeudi pour une nouvelle vidéo. On parlera peut-être de sécurité, comme on vous l'a dit. Et puis voilà, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo, pour le débrief des Ardennaises, et puis pour la preview de Liège-Bastogne-Liège. Portez-vous bien. Salut les gouttes.